Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement et aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet très important dans les jeux de cartes d'affrontement, c'est la variance. Pour parler de ce sujet, eh bien, je vais parcourir différents jeux de cartes d'affrontement, vous expliquer selon moi pourquoi est-ce qu'ils sont bien en termes de variance, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bien en termes de variance, et surtout on va commencer par définir peut-être un petit peu ce qu'est la variance. Pour moi, la variance, qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est l'aspect chance qu'il y a dans le jeu de cartes d'affrontement. C'est tout ce côté, tiens, comment est-ce qu'un jeu a fait pour essayer de réduire au maximum la chance sans pour autant arriver à un jeu comme les échecs. Si on prend les échecs, c'est un jeu où il n'y a pas de chance, à part peut-être au tirage au sort au départ si vous êtes les noirs ou les blancs. On va prendre les échecs comme extrémité de aspect chance, de ben voilà, il y a quasi pas de chance, et donc là, réduction de la variance énorme. D'un autre côté, on va prendre un jeu de cartes, une bataille. Vous avez divisé les paquets en deux, vous savez même pas ce que vous avez, vous révélez les cartes, et là on arrive sur de la pure variance, de la pure chance, en mode vous n'avez pas d'impact sur ce qui va arriver, simplement c'est du pur hasard. Et donc la variance, c'est un petit peu toute cette échelle, à quel point il y a de la variance. Il peut y avoir de la variance dans certaines parties du jeu, mais pas dans toutes les parties du jeu. Et encore une fois, l'idée pour moi, c'est de vous parcourir ce qui me plaît à moi. Ce qui me plaît à moi, vous en doutez déjà peut-être un petit peu si vous me suivez depuis quelques temps, c'est des jeux où la variance est réduite au minimum, ou alors la variance est intelligemment twistée pour pouvoir permettre de jouer à niveau égal, si ce n'est à niveau égal, ou justement au contraire, pour pouvoir jouer à niveau égal l'air de rien contre quelqu'un, et pas perdre une partie ou gagner une partie parce que j'ai pioché la bonne carte au bon moment. On commence avec le jeu, vous vous en doutez, qui pour moi réduit énormément très bien la variance, c'est Flesh and Blood. Pourquoi est-ce qu'il arrive à bien réduire la variance dans un jeu de cartes à collectionner? Tout d'abord, vous allez repiocher jusqu'à 4 cartes à la fin de votre tour. Donc ça veut dire que vous allez en profondeur dans le deck que vous aurez construit. Ensuite, vous pouvez avoir jusqu'à 9 exemplaires d'une carte commune de votre propre deck, étant donné que vous avez 3 exemplaires de chaque couleur, bleu, jaune et rouge. Et donc du coup, si vous avez une carte qui est très importante pour vous, vous pouvez donc réduire la variance, ce serait le fait de ne pas piocher cette carte qui est très importante pour vous. Vous pouvez réduire ça en mettant un grand nombre d'exemplaires, même si c'est pas exactement les mêmes, elles sont très proches et souvent l'effet que vous désirez sur cette carte reste le même. Qui plus est, vous avez un jeu avec un point d'action contre un autre point d'action de votre adversaire, ce qui permet des parties extrêmement dynamiques et qui va faire tout un jeu de calcul, de stratégie aussi sur l'utilisation de votre main, sachant qu'en plus vous n'avez pas de mana dans votre deck, les cartes peuvent être utilisées en attaque, en défense ou en pitch, c'est-à-dire le mana. Donc de manière générale, encore une fois, de manière générale, une carte de manière générale est utilisée de 3 manières différentes, ce qui vous permet d'adapter votre stratégie à votre adversaire et donc de pouvoir réduire la variance. Je peux vous assurer, pour avoir fait de nombreuses parties de Flesh and Blood, que oui, il y a de la variance, oui, parfois vous n'allez pas piocher la bonne carte, oui, effectivement, il y a quand même encore cette variance-là, mais clairement, quand vous sortez d'une partie de Flesh and Blood à niveau compétitif, je parle, pas les premières parties où vous découvrez le jeu, quand vous sortez d'une partie compétitive un petit peu de Flesh and Blood, c'est très rare que vous dites ah purée, j'ai pas pioché la bonne carte. Souvent, la phrase qu'on se dit c'est ah, si j'avais joué différemment cette carte-là, si j'avais défendu avec celle-ci, si j'avais attaqué plutôt que défendre, si j'avais accepté de prendre des points de dégâts à tel moment dans la partie, sans doute que ça aurait changé le cours de celle-ci et m'aurait permis de gagner. Voilà, ça c'était vraiment important pour moi de commencer par Flesh and Blood, qui est clairement pour moi le trading card game le plus compétitif à l'heure actuelle, que ce soit sur la scène compétitive, parce que la communauté est très compétitive, mais surtout aussi au niveau de la variance. Et je pense que c'est lié, pas complètement, si on regarde d'autres TCG dont on va parler, où il y a une énorme scène compétitive, alors que pour moi, il y a une énorme variance qui fait que c'est très compliqué d'arriver à pouvoir gagner. Flesh and Blood, lui, quand vous investissez sur ce jeu, eh bien, vous allez vraiment en avoir pour votre argent, ou surtout en avoir pour votre temps, c'est-à-dire que vos parties vont vous rapporter de l'apprentissage, ça dans la plupart des jeux c'est cool, mais surtout, c'est-à-dire que quand vous allez gagner une partie, vous allez vraiment avoir l'impression d'avoir maîtrisé ce que vous avez fait et avoir mérité, je mets des guillemets, le fait de gagner cette partie. C'est vraiment un jeu sur lequel je commence et je veux m'arrêter parce qu'il y a aussi tout l'aspect deck building. Chaque modification dans votre deck va faire que
vous allez changer parfois un petit peu votre style de gameplay. Chaque action que vous allez faire a un impact dans la partie. Vous pouvez pitch stacker, c'est-à-dire, vous voyez le pitch ici, le fait de mettre du mana, hein, pour ceux qui ont du mal avec le mot pitch, eh bien vous pouvez pitch stacker, c'est-à-dire anticiper la fin de partie et calculer les cartes que vous allez remettre à l'arrière de votre deck et donc ils vont revenir à un moment donné ou un autre. Et en plus de ça, le deck building étant de 40 cartes, et comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir mettre 3 variances, 3 fois la même carte exactement, ou jusqu'à 9 fois la même carte avec une variance bleue, jaune et rouge, ce qui veut dire que, allez, on prend un truc hyper, un peu exagéré, d'accord, mais vous pourriez faire un deck avec quasi que 4 cartes. 4 fois 9 cartes et puis 2-3 autres. Et donc vous êtes quasi, et quand vous piochez 4 cartes, en tout cas à l'heure actuelle la plupart des héros c'est 4 cartes que vous allez chercher, eh bien vous êtes quasi sûr et certain d'avoir les cartes que vous voulez. Peut-être pas exactement au moment parfait que vous vouliez, mais comme encore une fois vous pouvez l'utiliser pour défendre, eh bien vous pouvez attendre, patienter d'avoir les bonnes cartes, patienter votre setup et donc remporter la partie. C'est vraiment un jeu qui est excellent en termes de variance, avec quand même ce truc de on ne sait jamais ce qui va arriver, avec des belles surprises, mais surtout énormément de maîtrise nécessaire pour prendre du plaisir au jeu, peut-être pas, mais en tout cas pour remporter de nombreuses parties. On passe au jeu suivant et c'est Keyforge. Alors Keyforge, je dois évidemment parler un petit peu de ce jeu-là parce qu'il y a une raison dans cette vidéo. Mais tout d'abord, Keyforge, eh bien c'était un jeu avec des decks uniques au monde. La composition des 36 cartes que vous receviez était unique. Vous étiez le seul ou l'unique personne à détenir la composition exacte de ces 36 cartes. Jusque-là, vous devriez être en train de vous dire, mais mon Dieu, c'est l'antithèse de ce que je suis en train de vous raconter, c'est-à-dire que c'est énormément de variance. Et évidemment, je suis 100% d'accord avec vous. Mais Keyforge avait tout un système de chaînes et un format adaptatif dont je vais vous parler juste après. Mais sinon, de manière générale, il avait aussi, en termes de gameplay, le fait de devoir annoncer une maison que vous allez jouer, toutes les cartes sont gratuites, donc ça réduit la variance, pas de mana dans votre deck, vous n'aviez pas de deck building dans votre deck, donc ça augmente énormément la variance, ça on est 100% d'accord. Vous alliez piocher jusqu'à X cartes à la fin de votre tour, et votre objectif était une course, avec le fait de devoir forger des clés, donc ce qui permettait des comebacks dans le sens où une fois que vous aviez forgé votre première clé, on éliminait, on va dire, des points de victoire que vous aviez gagnés pour valider le fait que vous aviez forgé une clé, et donc du coup ça permettait à l'adversaire de se relancer. C'était vraiment un peu un jeu de ping-pong et d'aller-retour qui rendait vraiment le jeu excellent. Il n'y a rien à faire, Keyforge pour moi reste toujours dans mon cœur, et encore plus avec l'actualité dont je vais vous parler dans quelques instants, et surtout avec le format adaptatif qui va vous faire comprendre que Keyforge était un jeu excellent en termes de variance. Mais d'abord, eh bien, si ça vous intéresse de jouer à Keyforge, de venir redécouvrir ce jeu, ou justement de venir vous affronter, il y a les championnats nationaux de Belgique qui se déroulent le 4 et 5 octobre 2025. Ils se déroulent à Charleroi, donc si vous êtes en France, c'est beaucoup plus facile pour vous de venir y accéder chez Ludo Trotter. Un énorme coucou à Ludo Trotter qui développe et qui vraiment pousse non pas seulement Keyforge, mais les jeux de société, les jeux de rôle et surtout les jeux de cartes à collectionner. C'est vraiment génial de leur part, ils organisent des énormes événements. Et vous aurez un samedi 4 octobre, eh bien, différents tournois en Archonte, en Alliance scellée. Et là, normalement, vous avez écouté ce que j'ai raconté, et vous allez me dire, mais enfin, Cléonis, c'est bien gentil, mais tu viens de nous parler d'un format qui est soi-disant réducteur de variance, qui est le format adaptatif, et il n'est pas proposé là. Eh bien, justement, c'est là que c'est trop cool. Eh bien, je serai présent à cet événement, évidemment, et je vous organise, votre humble serviteur, un tournoi en Archonte adaptatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Archonte, ça veut dire que vous arrivez avec votre deck. Au pire, vous pouvez même acheter un deck sur place en scellé, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire vous avez votre deck. Je vous rappelle que les decks sont uniques dans Keyforge. Et adaptatif, ben, je vais en parler, mais donc du coup, ceux qui savent, inscrivez-vous. Hop là, c'est ici, vous cliquez sur le lien et vous allez vous inscrire ici en mode, vous allez cliquer sur réserver, comme ça vous serez présent, venez à Charleroi, venez vous amuser, venez reprendre du plaisir à jouer à Keyforge, et surtout, s'il vous plaît, ce serait trop cool que j'aie quand même quelques personnes pour mon tournoi adaptatif. Maintenant, en parlant de tournoi adaptatif et en parlant de Keyforge, il faut que je vous parle de qu'est-ce que l'adaptatif. Et en fait, c'est extrêmement simple et c'est ce qui fait, selon moi, que Keyforge, eh bien, réduisait entièrement, pas entièrement, non, c'est pas vrai, je peux pas dire ça dans cette vidéo, oubliez ce que je viens de dire, que Keyforge réduisait énormément
la variance dans un jeu de cartes. Et je vais vous montrer ça. Je vais pas vous montrer ça comme ça. Je vais vous montrer ça avec une petite vidéo pour pouvoir lancer un petit peu l'information. C'est une vidéo de compétition. Mais donc, l'adaptatif est le meilleur format, le format pour lequel Keyforge a été créé. Richard Garfield vous le dirait lui-même. C'est très simple. Vous arrivez avec votre deck et vous jouez contre le deck de votre adversaire. Premier match, tout va bien. Jusque-là, il n'y a rien d'autre à expliquer. Le deuxième match, et c'est là l'inventivité du truc, c'est que vous jouez avec le deck de votre adversaire. Votre adversaire doit vous prêter son deck, obligatoirement. Et vous lui prêtez votre propre deck. Et donc déjà ça, c'est génialissime, vous voyez. Vous lui prêtez votre deck, c'est une inventivité dingue. Donc vous passez votre deck et votre adversaire vous passe son deck. Et là, deux possibilités, ce qui va vous paraître logique. La première, vous, moi, Cléoniste, j'ai gagné avec mon deck et j'ai gagné avec le deck de mon adversaire. Je suis donc meilleur que mon adversaire. Je passe à la ronde suivante et mon adversaire est éliminé ou va dans un autre tableau en fonction de la compétition. Deuxième possibilité, j'ai gagné avec mon deck et mon adversaire a gagné avec mon deck aussi. Vous voyez, c'est 1-1. Et c'est là où c'est trop cool. C'est qu'à la fin, il reste une partie à faire, une partie pour nous départager. Et il y a un deck là, notre petit deck là. Hop là, je vais prendre un deck. Et il y a un deck là, vous voyez, il y a un deck de Keyforge là. Celui-là, il est hyper méga fort. En tout cas, à l'heure actuelle, on vient de faire 2 parties. Il a gagné 2 fois d'affilée avec 2 personnes différentes, 2 draws, 2 compositions de deck, les mêmes, mais 2 mélanges de cartes différents. Et pourtant, il a réussi à gagner 2 fois. Avec une personne qui connaît pas très bien ce deck en plus. Et donc on va faire une enchère de chaînes, pour ceux qui n'ont pas besoin de savoir exactement ce que ça veut dire, c'est une enchère de handicap, qui va faire que, on va dire, moi je prends ce deck pour 5 chaînes, votre adversaire va dire moi je le prends pour 7, puis moi je vais dire je le prends pour 10, puis mon adversaire il fait ok je te le laisse pour 10 chaînes, ok ? Donc déjà là, en termes de variance, on réduit énormément aussi plein de choses avant le jeu, si on arrive à ce BO3, puisque on se retrouve dans une situation où on peut enchérir. Et donc du coup, c'est à celui qui va le mieux enchérir, avoir le mieux le dosage de à quel point ce deck est fort. Et en fait, le nombre de chaînes va correspondre, grossièrement, à un nombre de cartes en moins que vous allez piocher pendant un certain nombre de tours. Ce qui fait que par logique, et comme dans tous les jeux, quel que soit le jeu de cartes d'affrontement que vous jouiez, la plupart des choses, un des sorts les plus puissants dans la plupart des jeux de cartes d'affrontement, eh bien c'est le fait de piocher des cartes ou d'avoir beaucoup de cartes en main. Plus vous avez de cartes, plus vous avez de choix. Encore plus dans Keyforge, puisque les cartes ne coûtent pas du mana, mais vous devez choisir une maison, c'est-à-dire une faction, on va dire. Et donc plus vous avez des cartes de la même faction, plus vous pouvez annoncer celle-ci et jouer énormément de cartes durant votre tour. Donc le fait de chaîner un deck, donc de le limiter en nombre de cartes que vous allez piocher pendant un certain nombre de tours, eh bien ça permettait vraiment d'équilibrer un deck. Et c'est ça qui pour moi faisait que Keyforge, pour moi fait que toujours Keyforge, le format adaptatif est le format pour lequel Keyforge a été pensé, et surtout le format dans lequel c'est le plus intéressant de jouer à Keyforge, puisque je vous rappelle quand même, et je fais l'avocat du diable, mais qu'il y a énormément de variances dans Keyforge, de base, puisque vous ne pouvez pas modifier votre deck. En tout cas, maintenant, ils ont fait des nouvelles règles avec des archontes alliances, vous pouvez modifier des parties du deck, etc. Mais allez, on prend l'essence même de Keyforge. Vous avez un deck unique, il y a 36 cartes dedans, mais peut-être qu'il y a une dizaine de cartes, ça vous arrange pas trop, elles combattent peut-être pas trop bien ensemble, etc. Et c'est là où c'était trop intéressant, c'est que du coup, on s'en foutait de la qualité du deck, on s'en foutait de la qualité du deck building, puisqu'il n'y a pas besoin de deck builder. Ce qui va être important, c'est la qualité d'adaptation, format adaptatif, la capacité d'adaptation du joueur à maîtriser son deck et à savoir ses qualités, ses défauts pour pouvoir affronter son propre deck. Et ça, je trouve que c'est génial, et j'aimerais trop revoir ça dans d'autres jeux, ce truc de ok, mon adversaire il a fait ça, il a construit un deck. Imaginez Magic où vous jouez avec le deck de votre adversaire, mais peut-être que le deck de votre adversaire il a des cartes qui en coûtent hyper méga cher que vous n'êtes pas capable d'avoir, mais peut-être aussi que le deck de votre adversaire il est hyper mieux deck buildé, mieux optimisé que le vôtre, et que du coup pouvoir jouer avec ce deck là, ça va vous permettre de gagner, et donc du coup, et surtout ça va demander de devoir vous adapter à quelque chose que vous ne maîtrisez pas obligatoirement. Je trouve que le format adaptatif c'est génial, c'est pour ça que je veux réorganiser un événement autour du format adaptatif et que je voulais en parler dans cette vidéo en termes de variance. Deuxième chose sur Keyforge, et après on passe à un autre jeu évidemment, mais en plus du format adaptatif, vous m'avez suivi, eh bien ce qui était génial de base, encore une fois, c'est que dans Keyforge, vos decks en compétition gagnaient des chaînes, donc les fameux trucs de enchères.
Ce qui faisait qu'il y avait un auto-équilibrage. Plus vous jouiez avec un deck, plus vous aviez de victoires avec ce deck, plus vous aviez des chaînes qui étaient enregistrées à tout jamais en ligne dans votre deck. Ce qui faisait que quand vous alliez en compétition normalement, eh bien vous arriviez avec un deck et vous deviez montrer à votre adversaire, de toute façon votre adversaire pouvait vérifier, ah bien voilà j'ai 9 chaînes, donc moi ce deck là il est considéré comme très puissant, et étant donné que la variance a fait que mes 36 cartes elles combattent hyper méga bien ensemble, eh bien en fait à force de jouer avec ce deck là, eh bien il s'est rééquilibré, et donc maintenant j'ai 9 chaînes de départ, 9 de handicap, ce qui va me permettre eh bien de t'affronter à niveau égal, ou j'en mets encore des énormes guillemets parce qu'il y avait des problèmes avec tout ça évidemment, mais voyez, imaginez, donc déjà on a d'un côté énormément de variance, c'est un bel exemple je trouve Keyforge, on a d'un côté énormément de variance, 36 cartes mélangées, vous savez pas exactement ce que vous allez avoir et vous ne pouvez pas les modifier, mais d'un autre côté, un format adaptatif qui permet de passer son deck, donc vous pouviez avoir le deck le plus nul du monde ou le meilleur du monde, on s'en fout, puisque votre adversaire va jouer aussi, et en plus de ça, des chaînes qui rééquilibrent la force des decks. Ça, c'est dans le monde utopique de Keyforge. Dans la réalité, ça n'a pas été exactement comme ça, mais voilà, je voulais m'arrêter sur Keyforge parce que pour moi, il avait énormément de choses qui permettaient de la compétitivité et surtout du skill. C'était vraiment à l'adaptativité du joueur, à sa capacité à bien comprendre les cartes, à bien jouer dans le bon sens et non pas à piocher les bonnes cartes au bon moment. On passe à un jeu suivant, un jeu qui existe toujours, mais un jeu essentiellement en ligne, même si une version physique vient de sortir. Je vous parle de Gwent. Et pourquoi je vous parle de Gwent en termes de variance? Eh bien parce que Gwent était hyper intelligent dans comment il a proposé les choses. Déjà, vous allez piocher énormément de cartes au début de la partie. Et donc ça change beaucoup de choses, c'est-à-dire vous avez beaucoup de cartes au début de la partie. Donc, ça réduit énormément la variance puisque vous avez beaucoup de cartes et votre deck est composé d'un faible nombre de cartes. Vous aviez quasi la moitié de votre deck en début de partie. Donc déjà, c'est hyper intéressant. La deuxième chose qui était hyper intéressante avec Gwent, c'est que vous aviez un système de lignes, vous jouez vos cartes, vous essayez d'accumuler un maximum de points, jusque-là, c'est du tac au tac. Moi j'aime bien, quand je dis tac au tac, ping-pong, c'est je fais quelque chose, mon adversaire fait quelque chose. Déjà ça réduit aussi beaucoup la variance aussi, parce que vous pouvez vous adapter à ce que fait votre adversaire à un moment donné spécifique. Mais le truc qui faisait que ça réduit énormément la variance avec ce jeu, c'est le système de rondes. En fait, votre objectif, c'est de gagner 2 rondes au sein d'un même tournoi, hein, d'un même match, hein, d'accord, pas BO et quelqu'un, d'accord, pas best of quelque chose. Non, je parle bien d'un système de rondes basique. Enfin, de rondes dans le jeu. Et donc dans le jeu, quand vous sentez que vous êtes en train de perdre, c'est-à-dire que là, votre adversaire, vous voyez qu'il a beaucoup de créatures face à vous et que vous n'allez pas pouvoir l'égaler. Eh bien, ce qui est super bien fait, comme vous n'allez pas pouvoir l'égaler, c'est que vous pouvez dire « Ok, je passe ». Maintenant, votre adversaire peut jouer autant de cartes qu'il veut pour continuer à avancer ou à gagner. Et une fois qu'il a passé, on va analyser qui a la puissance la plus grande. Tu as 50, moi j'ai 20. Ok, tu as gagné la première ronde. Mais maintenant, ce qui se passe... Première chose, les cartes sont enlevées. Deuxième chose, on repioche que 3 cartes. Et troisième chose, on commence une deuxième ronde. Sauf qu'à cette deuxième ronde-là, moi je me suis peut-être arrêté à l'avance, je me suis peut-être arrêté au bon moment, je t'ai peut-être fait dépenser plus de cartes. Et donc cette deuxième ronde, il y a des chances que peut-être je me suis mis en position d'arriver à plus facilement pouvoir la gagner. Parce que j'ai plus de cartes en main, et donc chaque carte ayant une certaine valeur, j'ai plus de choix, et j'ai plus de possibilités eh bien, de pouvoir jouer ces cartes-là à la ronde 2. Et même chose, après, imaginons que je gagne la deuxième ronde, eh bien on arrive à la troisième ronde qui va nous demander de faire un petit peu avec ce qui nous reste. Et donc c'était un jeu d'anticipation, c'est un jeu aussi un peu de bluff, et donc le bluff réduit énormément la variance, il n'y a rien à faire, c'est logique, parce que du coup c'est plus sur qu'est-ce que mon adversaire pense, est-ce que j'ai besoin de jouer des cartes supplémentaires pour le passer maintenant, d'autant plus que par exemple moi j'ai 20, vous avez 19 à l'heure actuelle, c'est à vous de jouer, est-ce que faut jouer une carte supplémentaire pour essayer de repasser à, par exemple, vous passez à 24, mais que moi, derrière, je vais pouvoir repasser à 30, et que du coup, vous allez dépenser une carte pour rien, ou est-ce qu'il vaut mieux pas s'arrêter maintenant, me laisser gagner la ronde, mais revenir avec plus de force pour la ronde suivante. Ajoutez à tout cela le fait que vous aviez un deck réduit et beaucoup de cartes en main, c'est ce qui fait que pour moi, Gwent est un jeu où la variance est énormément réduite et est extrêmement positive.
Parlons d'un jeu suivant. Malheureusement, il n'existe plus, mais je ne peux pas m'empêcher de parler de Malkyr lorsque je parle d'un jeu avec une variance énormément réduite. Malkyr était un concept incroyable. Vous aviez des cartes physiques devant vous, vous deviez les jouer sur un petit compteur, capteur NFC. Elles apparaissaient en jeu en ligne et elles faisaient des dégâts. Il avait des concepts hyper méga novateurs pour son... Il date d'il y a 7-8 ans, notamment le fait que vos cartes avaient une puce NFC, donc pouvaient gagner de l'expérience lorsque vous les jouiez en jeu, elles étaient plus puissantes, vous aviez des arbres de talent dans lesquels vous pouviez développer ces cartes là justement et elles faisaient qu'elles étaient un peu plus fortes. Donc vraiment vous aviez tellement de choses dans Magic qui étaient géniales, franchement c'était incroyable et ça faisait vraiment aussi le cœur de Magic avec des de Magic, oh là là, de Malkyr avec des cartes en physique devant vous, franchement c'était incroyable. En termes de gameplay, et vous allez voir, je vous amène là-dessus parce que je trouve que c'est hyper intéressant. En termes de gameplay, c'était super cool parce que vous aviez aussi des héros qui vous disaient de jouer avec une certaine rapidité et plus vous jouiez vite, plus vous faisiez des dégâts. Encore une fois, toutes ces cartes-là aussi, elles pouvaient s'améliorer, donc elles pouvaient prendre et gagner de la valeur. Vous aviez des champions, vous aviez du deck building, tout ça comme d'habitude. Jusque là, vous allez me dire, ok, c'est un concept, mais je vous ai pas suffisamment, pas encore parlé de la variance. Même si là, vous voyez un petit peu comment le jeu fonctionne. Eh bien, la variance, elle était de 0. 0, 0, 0. Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que dans Malkyr, vous aviez 10 cartes. Vous voyez là, le gars, il a ses cartes devant lui. Vous aviez 10 cartes avec vous. Et l'entièreté de ces cartes, vous les aviez dans votre main de manière générale. Donc, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez toujours la possibilité de faire ce que vous avez envie avec vos cartes. Et donc ça, c'était incroyable et génial. Vous aviez toutes vos cartes en main. Donc là, on se rapprochait presque, d'une certaine manière, un petit peu, d'un jeu d'échecs, puisque toutes les cartes que vous jouez, c'est celles que vous avez devant vous. Et alors, elles ont évidemment certaines un coût en mana, d'autres un nombre de coups d'utilisation, c'est-à-dire qu'il y a des cartes que vous pouvez les utiliser que 2 ou 3 fois, ou même une fois dans la partie, donc il faut l'utiliser au bon moment. Mais donc, c'était vraiment aussi excellent à ce niveau-là. C'est un jeu où il fallait jouer au bon moment. Vous aviez du deck building, puisque vous deviez avoir 10 cartes dans votre deck, donc il y avait toute cette phase de deck building, aller chercher les bonnes cartes, etc. Évidemment, mais quand vous jouiez dans le jeu, la variance était de 0, puisque c'était, ok, moi j'ai ces cartes-là, la partie débute, je décide de jouer cette carte-là, c'est mon choix, mais de toute façon c'est mon deck, et donc à la fin d'une partie, il y a des cartes que vous aviez pas utilisées ou qui n'étaient pas puissantes ou qui n'étaient pas intéressantes, ben let's go, je change mon deck, et je modifie une carte, et en plus en termes de deck building, moi j'adorais le fait qu'il y avait très peu de cartes, et donc très peu enfin il y avait un grand deck building, mais très peu aussi en même temps d'une certaine manière. Parce que vous aviez que 10 cartes à devoir composer vos decks, donc il y avait des choix à faire, et c'était hyper excellent, hyper intéressant. Et pour moi, un des meilleurs exemples pour cette vidéo, c'est vraiment ce truc de variance en mode, bah oui, Malkyr, pour le coup, il y avait quasi... Bah non, pas de variance en fait, on peut le dire, puisque vous choisissiez toutes les cartes que vous jouiez, vous les avez toutes en main et c'est à vous de choisir le bon moment. Ça c'est quand même vraiment incroyable. Je suis vraiment triste qu'il n'existe plus, je me demande à quel point un jour ou l'autre il n'y a pas quelqu'un qui va reprendre le concept. En tout cas si ça vous intéresse, moi j'étais à fond là-dedans et je serais hyper chaud de travailler sur un concept comme celui-là. Clairement en termes de technologie, en plus je pense qu'à l'heure actuelle on est beaucoup plus ouvert à ça et beaucoup plus disponible, ou en tout cas qu'il y a un truc d'hybridation à pouvoir faire permettant de s'éclater et vraiment il y avait des trucs de fou à pouvoir faire avec le fait qu'on équipait son champion, il y avait une volonté de pouvoir faire des événements en ligne, en coopératif, où on devait tous affronter des gens, affronter un méchant monstre et jouer les cartes au bon moment. Et puis en fait aussi le truc de dingue que moi j'adorais, votre personnage gagnait un arbre de compétences, mais surtout vos cartes. Et donc j'étais en mode, même en termes de marché secondaire, il y avait un truc trop cool, la carte là, moi qui l'ai joué des 150 000 fois, et du coup qui l'ai fait évoluer dans son arbre de compétences, elle avait une valeur puisque je lui ai fait évoluer d'un certain arbre de compétences, et donc je pouvais même la vendre peut-être à un prix supérieur parce qu'il y a déjà une expérience dans cette carte que quelqu'un qui vient de l'ouvrir. Génialissime. Dommage, il n'existe plus. Je croise les doigts pour qu'un jour ou l'autre quelque chose comme ça soit réinventé, mais en termes de variance, un jeu où vous avez toutes les cartes que vous voulez en main, réduit la variance, ça vous paraîtra logique. On reste dans de l'hybridation, puisque c'est un jeu qui peut se jouer soit physiquement, soit en ligne, c'est Solforge Fusion. Pourquoi est-ce que je choisis ce jeu-là dans de la réduction de variance? Alors,
Déjà, parce que vous allez repiocher des cartes à la fin de votre tour, et donc on se base sur tout un concept de deck building in-game, c'est-à-dire vous allez repiocher beaucoup de cartes. Ce sont des demi-decks uniques, hashtag Keyforge, hein, Richard Garfield a bossé sur ce jeu-là aussi, donc c'est un peu une Soulforge fusion, Keyforge, vous voyez, un peu une évolution. Mais surtout, un des concepts qui, moi, je trouve sont hyper intéressants, c'est que vous avez un petit deck de cartes. Encore une fois, plus vous avez un petit deck de cartes, plus cela va faire que vous allez réduire la variance, hein, ça va vous paraître logique, mais surtout que chaque carte a 3 niveaux. Et que lorsque vous jouez une carte, cette carte va pas dans la défausse, on l'enlève de la partie. Et à la place, vous allez prendre dans d'autres paquets de cartes qui sont préparés, la carte de niveau 2, et la mettre dans la défausse. Et donc c'est énormément un jeu autour des choix, puisque vous avez 5 cartes à votre tour, vous allez en jouer une, et donc du coup vous allez choisir quelle carte vous allez faire évoluer. Et donc c'est une manière de réduire la variance tout en gardant tout ce qui reste et tout ce qui existe de la plupart des jeux de cartes d'affrontement. Et donc voilà, la variance est quand même bien présente dans le jeu, mais vous piochez que 5 cartes à votre tour. Et en fait ça va surtout être une question de choix de qu'est-ce que je fais évoluer. Évidemment il y a des cartes qui sont très fortes au niveau 1 puis très nulles dans le futur, et inversement la plupart du temps les cartes sont de plus en plus puissantes, donc laquelle je veux faire évoluer par rapport à ce que mon adversaire est en train de faire. Il y a un système un peu d'auto-battler, c'est des lignes qui s'attaquent, etc. Mais ça joue aussi sur la variance du jeu, de où est-ce que je me positionne, et ça augmente le skill du joueur, et surtout le fait de devoir faire des choix qui vont impacter le reste de la partie. C'est vrai qu'une des définitions de la variance, ça pourrait être aussi la notion de choix, et plus vous avez de choix à faire dans une partie, plus ça veut dire que la variance est réduite. Il n'y a rien à faire, ça paraît complètement logique. En tout cas, Soulforge Fusion, vraiment excellent jeu. Tous les jeux dont je vous parle, j'en ai déjà parlé sur ma chaîne, hein, évidemment. Et je vais vous balayer rapidement aussi d'autres jeux pour lesquels je n'en ai pas parlé. Mais maintenant, je voudrais évoluer un petit peu vers du jeu de cartes d'affrontement, mais du jeu de cartes d'affrontement non pas TCG, non pas à collectionner, du jeu de cartes d'affrontement pur et dur avec notre ami Mindbug. Et pourquoi est-ce que je choisis Mindbug pour vous parler de jeux qui ont très peu de variance? Eh bien parce que, oui, il y a de la variance dans Mindbug, étant donné que de base, vous mélangez le deck de 54 cartes, vous en donnez 10 à chaque joueur, il ne sait même pas les cartes qu'il a dans son deck, il en pioche 5, donc il lui en reste plus que 5 dans son deck, donc déjà vous avez la moitié de votre deck en connaissance de cause. Et vous allez devoir jouer avec. Jusque-là, énormément de variance. Mais le truc qui fait que toute la variance est réduite, c'est que énormément de variance parce que vous pourriez avoir, on va dire, des cartes nulles par rapport à votre adversaire. Jusque-là, vous devriez me suivre sur ce que je veux raconter. Mais l'énorme différence, c'est que lorsque vous ou votre adversaire jouez une carte, l'autre personne a la possibilité, avant que la carte existe, de la voler, de la mindbug, c'est-à-dire de dire non, cette carte-là, je veux pas qu'elle t'appartienne, hop, vous voyez, je prends la possession de cette carte, et c'est moi qui la possède. Et donc c'est énormément un jeu autour du... Justement, c'est vraiment un jeu qui se parcourt sur le bluff, c'est du pur bluff. Et souvent les gens disent que ce jeu est un mélange entre le Hearthstone et poker. Et je suis 100% d'accord. Les capacités sont très simples, la lecture des cartes est extrêmement simple, le mélange des cartes et tout, enfin vraiment c'est hyper ingénieux. Mais surtout, ce qui fait que la variance est énormément réduite, c'est que, oui, il y a une question de chance sur telle carte est plus puissante que telle autre carte, évidemment, mais le jeu a décidé de travailler autour de ça en réduisant cette variance par le fait qu'on peut voler la carte. Et donc c'est essentiellement un jeu à devoir... C'est un jeu de bluff pur sur le... Ok, est-ce qu'il est en train de me jouer cette carte parce qu'il veut que je la mindbug parce qu'il a quelque chose pour lui-même s'en occuper au prochain tour? Ou alors, est-ce qu'il veut jouer cette carte pour vraiment l'avoir lui, et est-ce que moi j'ai vraiment besoin de la voler parce que je peux peut-être m'en occuper? Et donc en fait c'est tout des jeux de mind, c'est du mind game, mind bug, hein, l'air de rien, franchement je pense que les choses sont assez logiques, et c'est ce qui fait que pour moi c'est un excellent jeu de cartes d'affrontement si vous cherchez un jeu qui réduit la variance, tout en apportant beaucoup de rejouabilité avec plein d'extensions qui sont standalone, etc. Enfin franchement le jeu il est bien bossé, il y a même une version Android, iOS et peut-être sur 1, 2, 3 sur Steam, ou en tout cas en ligne, donc vous pouvez même y jouer en ligne. Franchement ce jeu il est génial, il se joue en moins de 10 minutes, et clairement en termes de variance c'est énormément réduit grâce à un système de mindbug. Donc en fait il y a des possibilités de garder des jeux avec de la variance, tout en permettant quand même de l'équilibrage autour de cette variance et d'augmenter les compétences du joueur et ses choix à faire dans la partie. Là je vous parlais que en termes de notion d'évolution, de définition de la variance, on pourrait parler de choix. Bah là clairement c'est un jeu où il y a quasi que ça, que du choix.
On arrive au jeu suivant et je dois vous parler de Clash of Deck. Et oui, Clash of Deck, on reste dans le jeu de société, est un jeu où la variance est énormément réduite. Tout d'abord parce que de manière générale, Clash of Deck, vous êtes censé le jouer en draft. Donc déjà, vous choisissez les cartes que vous allez prendre et vous voyez les cartes que votre adversaire va prendre. Donc en termes de variance, c'est déjà réduit puisque vous voyez ce que votre adversaire a et vous piochez, vous avez des cartes. Il y a très peu de cartes que vous avez en main, vous en avez 8, plus une qui est votre 1, 2, 3, votre fort, ça c'est une chose, mais surtout, en dehors du fait que c'était un jeu à 0€, mais maintenant vous avez aussi des extensions, etc. Surtout, ce qui fait qui est génial, c'est que vous avez toutes vos cartes en main. Donc encore une fois, on revient un peu à la Malkyr, tiens, en fait, des inspirations pourtant, peut-être, de très très loin, mais on en revient un peu à la Malkyr en mode vous avez toutes vos cartes en main, ça représente le mana aussi que vous avez en main, donc moins vous avez de cartes, moins vous avez de mana, et surtout vous savez, vous pouvez jouer vos cartes, et vous avez un certain nombre de cartes que vous pouvez jouer, mais vous allez pouvoir aussi un peu faire du management de main, puisque en fonction de la carte, de l'endroit où est la carte, eh bien vous avez le droit de la jouer ou non, mais surtout en fait vous avez toutes les cartes en main, donc en fait je viens de répondre à la question de Clash of Deck. Clash of Deck ça réduit énormément la variance, parce que vous avez toutes les cartes en main, et en plus d'avoir toutes les cartes en main, vous pouvez anticiper, parfois ça peut être un jeu où il y a de l'analysis paralysis comme d'autres, hein, mais où clairement vous pouvez calculer beaucoup de choses, c'est un peu un jeu d'échecs, hein, clairement, vous pouvez calculer beaucoup de choses en mode ok, si je joue ça sur tel bling et puis après ça va se battre, la carte va revenir dans ma main ici à cet endroit là, ce qui fera que j'ai autant de mana, avec autant de mana je pourrais payer cette carte là qui se sera décalée de 1, donc en fait vous pouvez beaucoup anticiper ce que vous allez faire, et puis après il faut s'adapter à ce que l'adversaire décide de faire évidemment, et c'est ça qui était hyper intéressant, qui fait que moi je continue encore de temps en temps à jouer à Clash of Deck avec beaucoup de plaisir, pour aussi en fait je me rends compte en vous le disant que parfois j'avais peut-être du mal à définir pourquoi j'aimais Clash of Deck. Une des raisons c'était toutes les innovations mécaniques qui étaient proposées, parce que je trouve que réellement il y avait des bonnes idées d'utiliser la main comme mana et en même temps comme point de vie, et en même temps les cartes qui ont un système d'auto-battler avec des effets qu'il faut bien calculer avec 2 lignes de bataille, enfin vraiment il y avait un ensemble qui fonctionnait bien. Mais maintenant que je vous le dis, je pense que aussi quelque chose qui faisait que je l'aimais beaucoup et que je l'aime toujours beaucoup, et bien c'est cette réduction de la variance qui fait que quand j'ai gagné une partie Clash of Deck, je me dis ouais, je l'ai mérité cette partie. Encore une fois, on en revient à la boucle est bouclée avec Flesh and Blood, hein. Quand je gagne une partie Flesh and Blood, je me dis ouais, franchement, je l'ai mérité de la gagner cette partie, c'est parce que j'ai fait tous ces choix-là. Et inversement, quand je la perds, je me dis ah ouais, j'aurais dû essayer de faire gaffe à ça, j'avais pas anticipé telle chose ou telle chose. Bon, je vous ai beaucoup parlé de la variance, mais il y a beaucoup de jeux dont je veux parler un peu rapidement, et pourquoi je vous en ai pas parlé tant que ça, même si certains réduisent la variance. On va commencer avec Altered. Altered, j'en parle pas en termes de réduction de variance, puisque vous avez énormément de cartes dans votre deck, vous en piochez 2 par tour, donc il y a de la réduction de variance quand même pour Altered, mais de manière générale, il y a une variance qui est fort présente. Il y a beaucoup de choix à faire, c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de choix, attention, mais en termes de chance, l'aspect chance, je trouve que dans Altered, il est quand même présent, moins que dans d'autres que je vais présenter, c'est pour ça que je le présente dans les premiers en mode ouais, c'est un jeu de cartes à collectionner où la variance est réduite, notamment parce que vous pouvez réinvoquer vos cartes, et donc il n'y a rien à faire. Comme vous pouvez réinvoquer vos cartes, vous pouvez anticiper un petit peu plus les tours, mais c'est un jeu où vous gagnez un mana par tour essentiellement la plupart du temps, donc c'est des courbes de progression qui sont connues dans le monde du TCG, et des choses qui, moi, dans lesquelles j'essaye de m'éloigner de plus en plus, parce que j'ai besoin de rencontrer des jeux où justement cette variance est réduite au maximum pour pouvoir développer mes compétences de joueur, et non pas les compétences du fait d'avoir eu la chance de bien deckbuilder ou de bien piocher les cartes. Et notamment, il faut quand même le dire, dans Altered, vous avez des cartes uniques qui sont clairement puissantes, et donc il n'y a rien à faire. Si vous la piochez, vous avez au bon moment, vous avez cette variance et cette chance qui est de votre côté, et si vous la piochez pas dans votre partie alors que vous en aviez besoin, vous n'avez pas cette variance et cette chance de votre côté. J'en profite parce que là je commence à parler de jeux où je trouve qu'il y a un peu plus de variance, c'est quelque chose de positif aussi. Et je parlais du côté compétitif, Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh, etc. Il y a des énormes compétitions avec énormément de variance. Pour moi, Magic, clairement, vous avez du mana dans votre deck en plus. En plus de ça, vous n'êtes même pas sûr de piocher les bonnes cartes. Vous piochez la plupart du temps, encore une fois avec les règles de base, une carte par tour. Enfin franchement, la variance elle est énorme. Pourtant vous avez des énormes compétitions, hein. Donc ça veut pas dire que parce qu'il y a beaucoup de variance, il n'y a pas de compétition. Hearthstone est un jeu full RNG de plein de choses. Je parle pas du Battleground, hein, je parle bien du Hearthstone basique. Et pour autant, c'est presque vous lancez un dé, vous allez faire des dégâts, vous savez pas à qui. Mais pourtant, ça crée des émotions, des souvenirs, et c'est quelque chose de positif aussi, la variance, hein. Je pense pas qu'il faut complètement l'enlever, mais moi parfois, personnellement, parfois je cherche des jeux avec moins de variance, ou une variance
plus contrôlée ou dans laquelle je vais moins ressentir que j'ai lancé un dé et j'ai gagné la partie. Non, j'ai envie d'avoir une variance où je sens qu'aussi il y a eu mes compétences de joueur qui ont été mises en action. Mon Dieu, cette vidéo est beaucoup trop longue, mais j'espère qu'elle vous intéresse parce que je trouve que c'est important de parler de ce sujet de la variance. Pour parler de ce sujet, on va parler de l'Orcana. L'Orcana, je viens de parler de Magic, c'est pour ça que je prends l'Orcana. L'Orcana pour moi est un jeu avec énormément de variance. Vous avez cette carte en main, vous en piochez une par tour, vous mettez un mana, vous avez même très peu de... Vous avez un mulligan, d'accord. D'ailleurs le mulligan fait partie des choses qui réduisent la variance dans la plupart des jeux de cartes à collectionner puisque ça vous permet de modifier votre main de départ. Mais ça veut aussi dire, selon moi, qu'un jeu où il n'y a pas de mulligan, ça signifie clairement qu'il a déjà pensé au fait que la variance, et que son jeu était que sa variance était réduite. C'est-à-dire que Flesh and Blood, vous n'avez pas de mulligan. Ben non, il n'y a pas besoin, vous n'avez pas de possibilité. Tant pis, vous allez devoir faire avec ce que vous avez. Et j'aime mieux en fait peut-être ce genre de jeu, il faut faire avec ce qu'on a. Tandis que quand on met un mulligan, c'est déjà un significateur de... On sait que potentiellement vous allez piocher que des cartes qui coûtent cher en début de partie alors que vous n'avez pas le mana, et donc que vous allez être bloqué. Donc on vous permet de remodifier cette variance. Après c'est positif parce que ça la rééquilibre, mais je trouve que c'est mettre un pansement là où il y avait peut-être quelque chose d'autre à trouver. En tout cas c'est pas pour autant que c'est un mauvais jeu, encore une fois je vais le redire plusieurs fois pour être sûr et certain que ce soit bien compris, c'est pas du tout des mauvais jeux pour autant des jeux où il y a de la variance, mais je trouve que l'Orcana est un bel exemple de... c'est un Magic light, donc un Magic plus équilibré... pas plus équilibré, mais plus accessible de base, hein, au fur et à mesure des extensions, etc., ils sont complexifiés et c'est très positif pour le jeu, mais c'est un Magic plus accessible, l'univers est génial, vous allez avoir plein de joueurs, il y a des compétitions hyper intéressantes, il y a du lore, enfin vraiment, tout ça, hein, encore une fois, mais si je dois me concentrer purement en variance, je trouve que ce jeu, il y a beaucoup de variance et beaucoup de chance. Je sais que dans les commentaires, les aficionados de l'Orcana, de Altered ou des autres jeux que je vais parler, vous allez réagir en disant, mais non, il n'y a pas de variance, tu peux mieux deck builder, tu peux faire telle stratégie qui va faire que tu vas piocher plus de cartes, etc. Encore une fois, pas de souci, je comprends que c'est votre jeu et que vous l'aimez bien, mais si structurellement parlant, vous regardez par rapport aux autres jeux que j'ai présentés, l'Orcana a plus de variance que les autres jeux que je vous ai présentés aujourd'hui. C'est factuellement parlant, statistiquement parlant, et c'est pas grave, c'est pas pour autant que l'Orcana est pas un bon jeu, c'est pas pour autant que vous pouvez pas faire de la compétition et gagner souvent des compétitions avec ce jeu-là, parce qu'il y a quoi qu'il arrive dans quelle que soit la compétition, la nécessité aussi d'avoir joué de nombreuses parties pour bien maîtriser votre deck et vous dire ah j'ai pas de chance, manque de la variance est pas positive de mon côté, mais comment est-ce que je fais pour m'adapter à cette pas de chance, et ça c'est quelque chose qui est très important et il faut savoir le faire. J'espère que vous aurez tous écouté toute la vidéo jusqu'au bout pour pas avoir des commentaires dans tous les sens en mode j'ai raconté n'importe quoi. Jeu suivant, Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited, clairement, a ce truc hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un peu du Altered aussi, hein, l'air de rien. Mais la variance est quand même présente. Vous avez beaucoup de choix à faire dans la partie. Vous avez beaucoup de stratégies, encore une fois. Je ne dis pas l'inverse. Mais de nouveau, on est dans un deck où vous allez mélanger tout votre deck. Vous allez piocher un certain nombre de cartes. Heureusement, en fait, non, pas heureusement. C'est quand même 50 cartes. Donc en fait, il n'y a rien à faire. Vous avez beaucoup de cartes. Vous avez... aussi une certaine valeur de cartes, hein, l'air de rien, et il y a des cartes à aller acheter, etc. C'est du deck building, tout ça comme du TCG. Mais une des choses qui fait que la variance est assez réduite, et c'est tout bête, hein, mais c'est le jeton initiation dont j'ai parlé, allez voir ma vidéo. Le jeton initiation dans ce jeu-là est hyper intéressant justement sur qui va avoir la tempo au bon moment en fonction d'un tour. Deuxième chose qui réduit la variance aussi, c'est votre personnage, puisque vous allez pouvoir le faire apparaître dans la partie, qui va vous permettre de revenir. L'air de rien, franchement, il y a des personnages qui sont hyper importants, et donc vous allez les chercher, d'autres moins, mais en tout cas c'est votre carte un peu supplémentaire, c'est un peu ce truc-là qui va vous permettre d'aller un peu plus loin. Puis aussi tous les choix que vous allez devoir faire de jouer à gauche, à droite, de faire des stratégies autour du fait que vous allez full jouer à gauche, laisser passer votre adversaire dans l'espace et vous allez jouer terrestre. Donc bref, encore une fois, je le redis pour la 150 milliardième fois, c'est pas parce qu'un jeu, selon moi, il y a plus de variance que dans les autres, qu'il n'est pas bon, qu'il n'y a pas de compétition, qu'on peut pas prendre de plaisir et qu'il n'y a pas de stratégie. Il y a aussi beaucoup de choix à faire dans Star Wars Unlimited, mais je trouve qu'il y a un poil trop de variance dans ce jeu. On va aller un peu plus vite sur 2-3 autres jeux, mais je voulais vous les montrer. Force of Whale, il y a plein de variantes aussi, vous piochez une carte par tour, clairement en fait c'est du TCG, et donc la plupart des TCG, notamment les TCG asiatiques, je trouve qu'il y a beaucoup de variances. Force of Whale, il y en a pas mal.
Euh, Cardfart Vanguard, il y avait un peu moins de variance avec tout un système de placement, etc. Il y a un peu moins de variance, mais quand même encore beaucoup. Ce qui était intéressant, c'est vraiment ce fait que vous allez prendre des dégâts, vous allez piocher des cartes, et ces cartes-là vont vous offrir des triggers, comme ils appellent ça, c'est le ride deck, c'était des nouvelles mécaniques. Ce qui fait que l'air de rien, c'était full chance, hein, qu'est-ce que je pioche, mais en même temps, vous pouviez essayer de construire un deck autour de ça, donc ça réduisait pas mal la variance. Shadowverse Evolve, magnifique jeu, hein, clairement, mais pur et dur de variance. Hein, c'est vraiment un exemple pur et dur de variance à la Magic. Encore une fois, vous avez par contre pas de mana dans votre deck. Et si je dis pas de bêtises, oulala, j'ai une hésitation, mais je suis quasi sûr. Vous montez d'un mana à chaque tour sur un playmat. Oui, c'est ça. Mais donc, du coup, voilà, ça, c'est des jeux où il y a de la variance, mais un peu moins. Vous voyez que Magic, l'air de rien, mais qui est l'ancêtre du genre, donc c'est normal en fait que Magic y ait de la variance, et c'est beau aussi Magic sur plein de choses, et notamment aussi sur la beauté d'un deck construit avec du mana dedans, etc., et la logique derrière, enfin, tout est génial. C'est juste que moi, personnellement, c'est quelque chose que je ne cherche plus. On avait Wancul. Wancul est un jeu avec beaucoup de variance aussi, mais voilà, c'est pour vous montrer aussi. C'est pas parce qu'un jeu a beaucoup de variance qu'on peut pas s'amuser, mais il avait des bons concepts avec des combinaisons de cartes qui font que vous faisiez des effets supplémentaires, et aussi le fameux concept à la Smash Up, et vous allez voir pourquoi je parle de Smash Up, de jouer sur différents terrains, devoir gagner ces terrains-là. L'air de rien, ça c'est le genre de choix qui vont réduire la variance dans le jeu, puisque ça va vous demander de prendre des choix qui vont impacter réellement le jeu, quelle que soit la carte que vous aviez. Pour ça que ensuite j'enchaîne avec Riftband. Riftband, il y a de la variance. Un peu moins, selon moi, parce que vous piochez une carte dans votre deck, il n'y a pas de mana, vous gagnez 2 mana par tour, donc ça va de plus en plus vite, vous en avez vite beaucoup. Il y a un système de recyclage qui est intéressant et d'équilibrage au niveau des cartes, et les cartes, vous allez pouvoir les récupérer, les faire vous envoyer, c'est-à-dire quand vous avez invoqué une carte, vous l'envoyez au battlefield, mais vous pouvez la renvoyer vers chez vous pour préparer un tour suivant. Donc, et il y a plusieurs types de decks, mais clairement, hein, Riftband est un TCG avec de la variance, attention, mais à l'heure actuelle, bon, j'ai pas encore assez de parties, peut-être j'en ai une centaine de parties, si je compte les parties en ligne. J'ai peut-être pas encore assez de parties pour arriver à déceler la variance exacte de ce jeu. Moi, je le classe en dessous de Flesh and Blood, en termes de complexité et en termes de skill. Maintenant, d'autres m'ont dit qu'ils le classaient au-dessus. À voir, c'est un peu un jeu à vérifier, d'accord, mais pour moi, beaucoup de variance. Neverrift, en fait je voulais passer vite fait sur certains jeux. Neverrift, un jeu full variance parce que vous piochez des cartes, vous devez les jouer sur un terrain. Par contre, réduction de la variance parce que vous les jouez sur un terrain, elles ont différentes... vous jouez sur les 4 coins, c'est du Final Fantasy triple triade pour les vrais aficionados qui suivent. Excellent jeu. Mais c'est du jeu où il faut accepter qu'il y a de la variance, mais c'est assez sympa. Vous avez différents personnages, mais par contre vous deviez faire un gros deck de cartes, et donc du coup bah, vous aviez peut-être pas les bonnes cartes au bon moment, et en plus il faut en jouer, sinon votre adversaire prend trop vite l'avantage. Digimon, excellent jeu, il faudrait que je fasse une vidéo autour de Digimon, parce que Digimon a un système de variance, ouais, encore une fois, on pioche des cartes, deck building, beaucoup de cartes, etc. Donc TCG basique, mais un de ces concepts qui réduit énormément la variance, eh bien, c'est le fait que vous jouez une carte, ça va faire déplacer un curseur de mana, et si le curseur de mana passe de 0 vers 1 du côté de votre adversaire, c'est le tour de votre adversaire, ça met fin à votre tour. Et donc, si vous jouez une carte qui coûte très très cher, vous avez le droit de jouer une carte qui coûte très très cher dès le début de la partie, ou presque, parce que quand même, parfois le curseur peut pas aller à l'autre bout du monde. Mais donc ça vous permet de jouer des cartes très très fortes. Donc variance de j'ai pioché une carte qui est très forte mais j'ai pas le mana, c'est pas grave. Donc ça c'est génial. Et en plus de ça, ça réduit la variance, et ça réduit... Pas que la variance, mais ça va augmenter la stratégie. C'est-à-dire que si du coup d'un coup votre adversaire passe à 10 de mana, il va pouvoir faire beaucoup de choses pendant son tour, avant de repasser de votre côté et peut-être vous s'arranger pour que vous ayez que 1 ou 2 ou 3 de mana, pour que justement vous n'ayez pas grand chose à pouvoir faire pendant votre tour. Donc il y a beaucoup de skills autour de cette gestion de mana, et donc c'est pour ça que le jeu était génial. Je pense que peut-être la licence a fait que c'était plus compliqué pour ce jeu d'être connu, mais je vous invite vraiment à essayer. Tic-tac-toum. On avance dans des jeux pour parler de variance. Arakan Wars, il faut que je vous en parle en termes de variance, étant donné que une des choses qui était très très bien faite de leur part, c'est que vous allez piocher toutes les cartes de votre deck. Parce que dans tous les jeux que je viens vous présenter, c'est pour ça que j'avance avec celui-ci, dans tous les jeux que je viens vous présenter, eh bien il n'y a rien à faire. La plupart du temps, vous ne voyez pas tout votre deck. Ce qui est, selon moi, un peu presque dommage de ne pas voir tout son deck, alors que vous avez deck buildé et que vous avez réfléchi à chacune des cartes que vous aviez mises dedans. Eh bien dans Arakan Wars, vous étiez sûr de voir tout votre deck,
deck, donc vous aviez moins de cartes, vous piochez des cartes, et puis il y avait tout l'aspect bluff, vous alliez jouer 2 cartes par tour, vous les mettez face cachée sur un énorme terrain, et ensuite vous allez les révéler. Et en plus il y a un système d'aller-retour ping-pong. Donc ce qui fait que Arakan Wars est génial aussi, c'est tout ce truc là de ok, je peux bluffer mon adversaire, je peux faire semblant d'avoir mis une carte très forte alors qu'en fait c'est une carte très nulle, du coup lui il va mettre une carte très forte pour essayer de s'en occuper, et bien après en fait ça lui sert pas à grand chose, et moi derrière j'ai mis mes cartes fortes à un autre endroit du plateau, ce qui fait que je vais pouvoir prendre position. Et en plus vous voyez toutes les cartes de votre deck, donc franchement l'air de rien ça réduit énormément la variance. Magic, bah, je m'arrête pas 1000 fois dessus, hein. Magic est un excellent jeu, mais pour moi c'est le jeu avec beaucoup trop de variance selon moi à l'heure actuelle, et qui me donne moins envie d'y jouer. Et je voulais avancer avec My Hero Academia. My Hero Academia a ce truc intéressant sur le check, mais beaucoup de variance dans My Hero Academia, puisqu'en fait quand vous jouez une carte vous devez vérifier votre capacité à la jouer, et donc au début c'est facile, donc en vrai en termes de variance ils ont équilibré comme ça, en début c'est facile, mais à chaque fois vous devez révéler le dessus d'une carte de votre deck et vérifier si sa valeur de speed est suffisamment élevée par rapport à ce que vous êtes en train de faire, et donc en fait il y a beaucoup de variance, mais pour autant il y a plein de skills et plein de réflexions derrière, et c'est surtout un système de jeu un peu différent, mais c'est le système Universus, hein. Mais c'est un système de jeu qui est un peu différent, c'est un peu, je vais revenir sur Digimon, c'est des systèmes de jeu de cartes à collectionner, mais en même temps ils vous ont pris des systèmes qui changent par rapport à des jeux de cartes où vous avez du mana, vous devez détruire votre adversaire, et vous jouez d'une manière assez classique avec des petits twists. Voilà, j'ai pas parlé de Volfirion qui est un jeu de deck building, Hero Realms, Duel of Chaos, Pokémon, enfin si je l'ai vite fait annoncé, je regarde, Sorcery était génial, mais Sorcery encore une fois ils ont pris le pas de dire ok il y a un deck de mana et il y a un deck de pioche, vous choisissez ce que vous piochez, et ça réduit la variance. Et je pense que réellement moi à l'heure actuelle je cherche dans le monde du jeu de cartes d'affrontement et du monde du TCG des jeux qui réduisent la variance tout en la laissant, parce que encore une fois la variance n'est pas que négative, c'est important qu'elle existe, ça va raconter des belles histoires, ça crée de l'émotion, mais c'est pas pour autant que les échecs ne créent pas d'émotion, mais c'est des émotions différentes, et donc je pense que elle doit exister la variance, mais personnellement je cherche des jeux avec une variance réduite. Et si je vous parle de tout ça, c'est que je bosse enfin sur mon projet de jeu cartes d'affrontement, un prochain projet qui devrait arriver dans quelques temps. Soyez prêts, si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé, et justement, si je vous présente un petit peu tout ça, et cette vidéo autour de la variance, c'est parce que dans mon jeu, j'essaye justement de trouver le juste milieu entre trop de variance et pas assez. Sur ces belles paroles, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est sans doute extrêmement longue par rapport à ce que j'avais prévu. Et je vais vous dire d'écrire dans les commentaires adaptatif. Pour ceux qui sont toujours là à la fin de la vidéo, écrivez adaptatif dans les commentaires. Dites-moi quel est votre jeu ou que vous kiffez. Ah ça m'intéresse trop en fait. Dites-moi le jeu que vous kiffez de cartes d'affrontement obligatoirement, pas obligatoirement TCG, mais le jeu de cartes d'affrontement où la variance est la plus réduite possible et où les compétences du joueur sont les plus mises en avant. Un exemple intéressant, ça pourrait être Dominion, dont je vous ai déjà parlé, un jeu de deck building. C'est que Dominion, de base, vous avez le même deck, et en plus de ça, vous avez les mêmes possibilités d'achat. Mais c'est au fur et à mesure de la partie que vous allez faire des achats qui vont modifier votre variance, modifier le deck que vous avez, et donc faire que la partie, elle évolue au fur et à mesure de la partie. C'est un bon exemple, Dominion, peut-être, même s'il y a de la variance dedans, je ne dis pas l'inverse, puisque vous mélangez votre deck, vous ne savez pas ce que vous avez. L'autre contre-exemple, ce sera... Putain, je me relance, ça va pas. Mais l'autre exemple, ce sera Against End, incroyable, c'est du coop, d'accord, mais incroyable parce que vous jouez des cartes qui vont dans votre défausse, mais vous n'allez pas mélanger votre défausse, c'est-à-dire que hop, quand vous allez devoir la récupérer, vous allez juste retourner votre paquet. Et ça, bim bam boum, c'est trop intéressant parce que justement, ça fait que, en termes de variance, vous avez pu calculer ce que vous avez mis. À vous de me dire dans les commentaires quels sont vos jeux de cartes d'affrontement avec les meilleurs systèmes de variance et les meilleures idées mécaniques autour de cette variance. Écrivez adaptatif, commentez, likez, partagez cette vidéo si vous l'avez trouvée instructive. Je sais qu'elle est un peu longue, mais du coup, ce genre de vidéos longues, ça me fait plaisir quand elles sont partagées à gauche, à droite, sur différents réseaux sociaux, pour me faire connaître un petit peu tout le travail que je fais autour de game design, du TCG, du jeu de cartes d'affrontement, et ma maison d'édition, et mon travail en tant que game designer. Donc voilà, ça fait plaisir si vous partagez cette vidéo, ou au moins parlez-en à une personne autour de vous, oralement, en disant « Hey, j'ai vu cette vidéo de Cléonis, elle était plutôt sympathique », ou dites-lui à quel point vous êtes ennuyé au bout de 48 minutes de vidéo. Sur ces belles paroles, bisous, bye.